Gulliver, épisode 9, le choc des titans et du Minus. Dans l'épisode précédent, Gulliver est exposé de foire en foire comme un animal savant jusqu'à être acheté par la reine du pays. En plus du danger que représente sa petite taille, il va désormais se confronter au roi des géants. Pendant son long séjour, Gulliver va apprendre à découvrir le pays. Malgré la démesure de ses proportions, il est dit qu'aucune loi ne doit comporter plus de mots qu'il n'y a de lettres de l'alphabet, qui n'en comporte chez eux que 22. Et tout commentaire, toute interprétation de la loi est puni de la peine de mort. Brobdingnag, le pays des géants, est un état enclavé, situé sur une presqu'île, barré par une chaîne d'immenses montagnes infranchissables et qui n'a aucun contact avec le monde extérieur. Il ne navigue pas sur les mers et ignorait même qu'il exista d'autres peuples et d'autres mondes. Alors, comment dire ça? L'arrivée de Gulliver va être l'occasion d'explorer de nouveaux domaines, qu'ils soient intellectuels, ou corporel. Oui, corporel. Les femmes de la cour, notamment, s'en servent pour leurs petits jeux coquins. Je n'ose pas aller plus loin, parce que sinon ma vidéo risque d'être censurée, mais si ça vous tente, eh bien, dans cette édition-là, c'est page 159, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. C'est pas ce que je voulais dire. Le savoir du pays est rudimentaire et se limite à 4 sciences, morale, histoire, poésie, et mathématiques. C'est donc une exploration intellectuelle également pour le roi, car c'est l'occasion pour lui d'apprendre comment on procède dans les cours des autres pays et de voir s'il n'y aurait pas un enseignement à en tirer. Gulliver essaye de lui transmettre, ainsi qu'aux autres savants du royaume, car le roi est lui-même savant, toute une série d'idées, de concepts, d'abstractions mathématiques, mais rien à faire, ça ne rentre pas. Ils ne les comprennent pas, ça n'a pas de sens pour eux, car ce sont d'excellents mathématiciens, certes, mais des mathématiciens exclusivement pratiques. Ils sont très terre-à-terre. À la demande du roi, il lui décrit le fonctionnement politique de l'Angleterre. Et il ne comprend pas comment un pays peut vivre au-dessus de ses moyens, peut mener des guerres interminables, peut forcer des gens à la conversion. Forcer la conversion, non. Mais contraindre les gens à se taire, d'accord. On peut autoriser quelqu'un à garder des poisons dans sa chambre, mais non pas les vendre partout comme des remontants. Vous auriez des surprises. Tout ce passage, c'est l'occasion pour Jonathan Swift d'attaquer Marlborough. Non, pas la marque qui vend des clopes. Marlborough, c'est lui, un général puissant et influent qui va s'enrichir considérablement en faisant la guerre, à tel point que la chanson « Marlborough s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaine », eh ben, c'est lui le Marlborough de la chanson. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans mon simple podcast consacré aux origines de cette chanson. Et vous vous souvenez de Skyresh Bolgolam, l'ennemi juré de Gulliver à Lilliput? Bah non, tu leur as dit de m'oublier, alors ils s'en souviennent pas. Eh bien, son nom, c'est l'anagramme de Malbolog. Et oui, Skyresh Bolgolam constituait déjà une référence directe à Marlborough. Je le savais. Et je le rappelle, Swift, il est anti-militariste. Donc, apprendre qu'il y a un type qui fait la guerre pour s'enrichir, ça lui plaît pas trop. Ça lui fait pas très plaisir. Gulliver, lui, ne l'est pas. Et quand il découvre que le pays n'a pas encore découvert la poudre, il se propose d'en fabriquer massivement afin que le roi dispose d'une arme de dissuasion en cas de soulèvement populaire. Donc, si jamais vous voulez détruire votre capitale, votre majesté, dites-le moi. Mon petit Gildry, viens, approche. Oui? Si tu reparles de ça, je te tue. Oh, vous êtes bien borné quand même. Et évidemment, il met ça sur le compte de leur ignorance. Et oui, comme ce pays n'a aucun port maritime, il n'est jamais rentré en contact avec d'autres pays. Donc, son éducation est confinée. Oui, c'est vraiment le terme du livre. Après que Gulliver a défendu ardemment son pays, le roi lui répond de la sorte. Vous avez fait un panégyrique formidable. Vous avez prouvé que chez vous, ceux qui font les lois doivent être ignorants, incapables et vicieux, et que vos meilleurs avocats sont ceux qui s'enrichissent en contournant les lois. J'en arrive à la conclusion que vous formez, dans l'ensemble,
la plus odieuse petite vermine à qui la nature ait jamais permis de ramper à la surface de la Terre. Ce qui est surprenant, c'est que les Anglais se sont assez vite réapproprié le mythe de Gulliver, alors qu'en réalité il était en grande partie censé les critiquer. Et ce réinvestissement du mythe, disons, il se fait de plusieurs manières. Déjà, la guerre entre Lilliput et Blefuscu, dont on a parlé dans les premiers épisodes, eh bien, dans les différentes caricatures, par exemple anglaises, au début du 19e siècle, elle ne représente plus le conflit entre l'Angleterre et l'Irlande, mais bien entre l'Angleterre et la France. Et puis surtout, c'est là ce qui nous intéresse aujourd'hui, à la même époque, dans ces mêmes caricatures, on voit souvent des géants anglais qui observent à la lorgnette de ridicules petits Français. Eh bien vous voyez là, c'est une représentation du roi du pays des géants, mais sous les traits du roi George III d'Angleterre. Et celui qui tient dans la paume de sa main, c'est, vous l'aurez deviné, Napoléon Bonaparte, surnommé Little Boney. Tu m'as appelé? Non, j'ai pas dit Bonnie, j'ai dit Boney. Bah, ça prête un peu à confusion. Oui, je peux comprendre. Et Napoléon, il joue ici le rôle de Gulliver. Et Gulliver passe 2 ans comme ça à Brobdingnag. À force, le roi demande à ce qu'on l'avertisse si jamais on trouve un bateau aux mêmes proportions que Gulliver, parce que si jamais on trouve une femme à bord, ça sera l'occasion pour lui d'accomplir son rêve, car il envisage de l'accoupler à une femme de sa taille pour perpétuer son espèce. Mais cela n'arrivera pas. Un jour, Gulliver demande à respirer l'air marin, mais une fois arrivé là-bas, la maison dans laquelle il se trouve est emportée par un aigle qui la lâche au-dessus des rochers pour la fracasser telle une carapace de tortue. Mais attaqué par ses congénères, l'aigle lâche la maison un peu plus tôt que prévu et elle tombe dans la mer. Par chance, les vitres renforcées par un treillis métallique ne cèdent pas sous la pression de l'eau. Et de plus, la maison flotte, ce qui assure sa survie jusqu'au passage d'un navire britannique qui va pouvoir enfin le remorquer. Après avoir expliqué au capitaine pourquoi il était ballotté par les flots dans une embarcation aussi atypique, celui-ci réplique « Vous savez quoi? Vous devriez écrire vos propres aventures. Oh, vous savez, on est déjà submergé de livres de voyage et mon histoire ne contient que des événements ordinaires. » Et il revient en Angleterre le 3 juin 1706, soit 4 ans après son départ. « Ah, te revoilà, Gulliver. Cette fois, je jure que tu ne reprendras plus jamais la mer. » Bon, eh ben j'y vais. Tu fais chier.